Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce 24 décembre 2024, 13h32, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, me dire d'où vous regardez, me partager la vidéo aussi et écraser le petit pouce en l'air. On le sait, quand les médias, le complexe médiatique, te parlent d'une chose à répétition et t'obsède avec quelque chose, c'est qu'on te prépare à ce qui s'en vient. On le voit avec ce qui se passe dans le ciel maintenant, et c'est pas fini, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, ça va, on va le savoir en temps et lieu quand ils vont dévoiler leur plan global, mais il y a aussi le fait qu'on prépare depuis des années, je t'en parle, à une éruption volcanique majeure ou à une tempête géomagnétique du Soleil majeure. Et c'est en train de se passer dans les articles qui sont parus ce matin de notre complexe médiatique. Il y en a deux qui parlent de ça justement aujourd'hui. Et on le sait, il y a une activité volcanique hallucinante en ce moment, activité sismique hallucinante en ce moment, et aussi des tempêtes géomagnétiques à profusion. Puis les autres, ils savent tout ça. Et il y en a eu des événements, on va aller les voir ensemble, qui se sont produits, parce que tout, comme le climat est cyclique, les cataclysmes sont cycliques aussi. Et on est dans un cycle de tourmente, je t'en ai déjà parlé. On va commencer avec d'abord je vais aller chercher la nouvelle concernant justement la dernière éruption solaire en liste, qui est assez hallucinante. Laisse-moi 2 petites secondes, je vais trouver ça. Je pense que je l'ai ici quelque part. Bon. Forte éruption solaire et éjection de masse coronale. Une nouvelle tache solaire en R 3932 est entrée en éruption aujourd'hui, produisant une éruption solaire de classe M8,9. Beaucoup, ça c'est très fort, à seulement quelques points de pourcentage de la catégorie X. Le satellite GOES 16 de la NOAA a enregistré l'éclair ultraviolet extrême qu'on peut voir ici, la fameuse explosion. L'éruption a provoqué une brèche coupure de signal radio en ondes courtes au-dessus de l'Afrique et de l'Atlantique Sud. Les opérateurs radio amateurs ont peut-être remarqué une perte de signal en dessous des 20 MHz entre 11h12 et 11h42. On peut voir ici. Les coronagraphes de Soho ont enregistré une éjection de masse émergeant du Soleil moins d'une heure après l'explosion. La majeure partie du nuage d'orage se dirige vers le sud, bonne chose pour nous, du plan orbital de notre planète, mais il pourrait y avoir une composante dirigée vers la Terre. On peut voir ici la fameuse explosion en question. Si tout ça se dirigeait vers la Terre, ce serait vraiment assez inquiétant et beaucoup plus ça nous mettrait beaucoup plus en péril. Ce qui est en péril dans une grande explosion, une grande éjection de masse comme ça, puis une tempête géomagnétique qui nous amène ces vents solaires à des vitesses hallucinantes vers la Terre et qui, dans un contexte d'un affaiblissement de notre magnétosphère, de tous ces vents remplis de neutrons, protons et tout ce que tu peux imaginer de radiation cosmique, ça viendrait, comme ça l'a fait avec l'événement de Carrington, griller le réseau électrique. Et c'est ça qui est le plus inquiétant dans tout ça. C'est que, imagine, tu te retrouves avec des réseaux électriques grillés qui prendraient des mois à restaurer. Donc, tu serais sans électricité pendant des mois. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui marche. Ton réseau est à terre, tu n'as plus de technologie, tu n'as plus de gens qui peuvent survivre sur les dialyses, sur les machineries d'hôpitaux, sur tout ce que tu peux imaginer. Il n'y a plus rien qui marche. Tes défensives, tes systèmes de défense, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, c'est ça qui nous guette. Donc, les articles de ce matin, c'est les suivants. Déjà, tu en as un qui concerne les éruptions volcaniques. Et tu le sais, on est en retard dans plusieurs cataclysmes. La prochaine éruption volcanique massive est imminente. Ça, c'était publié ce matin, il n'y a pas longtemps. Elle provoquera un chaos auquel le monde n'est pas préparé. Je t'ai parlé de ce qui se prépare en Italie avec Figlieri, le mont Figlieri, et on a déjà des plans d'évacuation qui sont conçus, puis on s'attend à évacuer tout le monde de là
dans un avenir très proche. Et tu en as plein d'autres. Tu as le Yellowstone, puis tu en as plein d'autres. Le mont Tambora a changé le monde. En 1815, le volcan indonésien a explosé lors de l'éruption la plus puissante de l'histoire, projetant un énorme panache de minuscules particules réfléchissant le Soleil très haut dans l'atmosphère, refroidissant la planète et provoquant une catastrophe. L'année qui a suivi a été qualifiée d'année sans été. Les températures mondiales ont chuté, les récoltes ont été mauvaises, des gens ont souffert de faim, une pandémie de choléra s'est propagée et des dizaines de milliers de personnes sont mortes. Certains attribuent même au volcan le mérite d'avoir inspiré Mary Shelley pour écrire Frankenstein alors qu'elle s'abritait du froid inhabituel en Suisse en 1816. De nombreux volcans sont entrés en éruption depuis, mais le Tambora reste l'éruption massive la plus récente de la planète. Plus de 200 ans plus tard, les scientifiques préviennent que le monde pourrait connaître une autre éruption. La question n'est pas de savoir si, mais quand, a déclaré Markus Stoffel, professeur de climatologie à l'Université de Genève. Les données géologiques suggèrent qu'il y a une chance sur 6 qu'une éruption massive se produise au cours de ce siècle, a-t-il déclaré. Cette fois-ci, cependant, cela se produirait dans un monde profondément différent, non seulement plus peuplé, mais aussi réchauffé par la crise climatique. La prochaine éruption massive provoquera un chaos climatique, a déclaré Stoffel. L'humanité n'a aucun plan. Les volcans ont depuis longtemps façonné notre monde. Ils contribuent à créer les continents, ont construit l'atmosphère et peuvent changer le climat. Lors de leur éruption, ils éjectent un cocktail de lave, de cendres et de gaz, notamment du dioxyde de carbone, qui réchauffe la planète, bien qu'en quantité éclipsée par celle produite par la combustion. Bon. Donc, je te laisserai l'article en question. Tambora. Le mont Tambora, en 1815, est un volcan situé sur l'île de Sumbawa, dans l'actuelle Indonésie, qui faisait alors partie des Indes orientales néerlandaises. Son éruption de 1815 fut l'éruption volcanique la plus puissante de l'histoire humaine. Elle a éjecté 37 à 45 km carrés, 8 à 10 000 cubes, 8 à 10 000 on parle de 1000 de distance cube, de matériaux équivalents à des roches denses dans l'atmosphère. Il s'agit de l'éruption IVE7 confirmée, la plus récente. Bien que l'éruption du mont Tambora ait atteint un point culminant violent vers le 10 avril 1815, une augmentation de la production de vapeur et de petites éruptions phréatiques se sont produites au cours des 6 à 3 années suivantes. Les centres de la colonne d'éruption se sont dispersés dans le monde entier et ont fait baisser les températures mondiales lors d'un événement parfois appelé l'année sans été en 1816. Cette brève période de changement climatique important a déclenché des conditions météorologiques extrêmes et des mauvaises récoltes dans de nombreuses régions du monde. Plusieurs forçages climatiques ont coïncidé et interagi d'une manière systématique qui n'a pas été observée après aucune autre grande éruption volcanique depuis l'âge de pierre. Donc, hallucinant. Il y en a un autre aussi qui a connu le même genre d'événement et qui a eu aussi un impact sur la température. La deuxième plus grande éruption volcanique de ce siècle est loin d'être la plus importante à avoir touché une zone densément peuplée. C'est produite au mont Pinatubo le 15 juin 1991. Et ça avait fait baisser les températures aussi de 1 à 2 degrés. OK? 1 à 2 degrés. Et on avait aussi appelé l'année qui avait suivi l'été, l'année sans été. Wow! C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, l'autre sujet qui est aussi brutal et qui nous attend, avec un cataclysme probablement d'après moi, on nous en a tellement parlé, on a mis tellement d'emphase là-dessus, la prochaine année. Autant concernant un cataclysme provenant d'un volcan ou du soleil. On publie ce matin un article dans DNYUZ concernant la fameuse sonde qu'on a envoyée pour étudier le soleil, hein, Parker, parce qu'on a découvert que voir le soleil, c'était tellement important. Le vaisseau spatial le plus rapide jamais vu se dirige vers un survol rapproché du soleil. Cette veille de Noël, un véhicule voyagera à une vitesse incompréhensible autour d'un objet céleste pour émerveiller les habitants de la Terre, et ce n'est pas le traîneau de Noël.
Le 24 décembre, à 6h40 heure de l'Est, la sonde solaire Parker, un vaisseau spatial de la NASA, passera à 6,1 millions de kilomètres de la surface du Soleil, soit plus de 7 fois plus près que toute autre mission précédente. En surfant sur la couronne solaire, l'atmosphère extérieure du Soleil, Parker dépassera la vitesse vertigineuse de 690 000 km par heure, battant ainsi son propre record d'objet le plus rapide jamais construit par l'homme. C'est un voyage de découverte, a déclaré Nicky Fox, l'administrateur associé de la direction des missions scientifiques de la NASA. Nous allons vraiment vers l'inconnu depuis son lancement en 2018. Donc, tu vois, c'est récent, le lancement de Parker, où on a décidé de s'intéresser parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient de là. Parce qu'on a envoyé des sondes partout, puis il me semble que le plus important, c'est le Soleil, puis on n'a jamais pensé, avant 2018, à faire ça. C'est parce qu'on veut le comprendre aussi dans les cycles solaires, puis nous expliquer probablement, essayer de comprendre, puis essayer de nous expliquer que là, on vient de comprendre les grands minimums solaires et qu'est-ce qui va nous attendre et qu'est-ce qui nous attend, parce qu'on va vivre quelque chose de très, très, très intense. Je vous laisserai cet article-là aussi. En terminant, on va aller voir ce qui était arrivé avec une tempête géomagnétique très importante, le Carrington Event. Okay, le Carrington Event, l'événement de Carrington. OK, on va aller chercher un article là-dessus, que celui que j'aime bien, c'est celui-là. Est-ce que je l'ai là? Peut-être plus comme ça. Bon, la tempête solaire parfaite. Le matin du 1er septembre 1859, l'astronome amateur Richard Carrington monta dans l'observatoire privé rattaché à sa propriété de campagne à l'extérieur de Londres. Après avoir ouvert le volet du dôme pour révéler le ciel bleu clair, il pointa son télescope en laiton vers le soleil et commença à dessiner un groupe d'énormes taches blanches qui parsemaient sa surface. Soudain, Carrington aperçut ce qu'il décrivit comme 2 taches de lumière blanche et intense. Jaillissant des taches solaires, 5 minutes plus tard, les boules de feu disparurent, mais en quelques heures, leur impact se fit sentir dans le monde entier. Cette nuit-là, les communications télégraphiques commencèrent à s'interrompre dans le monde entier. On rapporta que des étincelles jaillissaient des machines télégraphiques, les fameux télégraphes, parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait, électrocutant les opérateurs, les gens qui étaient derrière ces télégraphes-là, et mettant le feu à plusieurs édifices dans lesquels il y avait de la machinerie et des journaux. Parmi des imprimeries, partout sur la planète, des aurores boréales colorées illuminaient le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux se mirent à gazouiller et que les ouvriers commencèrent leurs tâches quotidiennes, croyant que le soleil commençait à se lever. Certains pensaient que c'était la fin du monde, mais Carrington avait découvert à l'œil nu la véritable cause de ces événements étranges, une gigantesque éruption solaire d'une énergie équivalente à 10 milliards de bombes atomiques. L'éruption a projeté du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre, et la tempête géomagnétique qui en a résulté a été baptisée l'événement Carrington et a été la plus importante jamais enregistrée sur la planète. Imagine-toi si ça se produisait dans un contexte actuel avec la dépendance de notre planète avec le réseau électrique et tout ce que tu peux imaginer. Ce serait hallucinant. Des échantillons de carottes de glace ont permis de déterminer que l'événement de Carrington était 2 fois plus important que toute autre tempête solaire des 500 dernières années. Quel serait l'impact d'une tempête similaire aujourd'hui, selon un rapport de 2008 de l'Académie nationale des sciences? Elle pourrait provoquer d'importantes perturbations sociales et économiques en raison de son impact sur les réseaux électriques, les communications par satellite, les systèmes GPS, et on en passe et on en passe. Le prix potentiel d'une telle catastrophe serait évalué entre 1000 et 2000 milliards de dollars. Mais là, déjà, ça fait plusieurs années de ça. Et au Québec, on avait vécu la fameuse panne électrique de 1900, je pense,
de 1986 ou 89 ou 85 qui était relié à, justement, une tempête solaire. La tempête solaire qui a plongé 6 millions de Québécois dans le noir. Une tempête en mars 1989. Donc, en mars 1989, plus de 6 millions de personnes qui habitent l'Est du Canada se sont retrouvées sans électricité à cause d'une tempête solaire. C'est l'une des premières fois où le grand public a subi les conséquences de l'activité solaire sur la technologie moderne. On a été chanceux parce qu'on n'a pas cramé. On n'a pas eu notre réseau qui a été cramé. Mais imagine si ça avait été le cas. Je peux te dire une chose. Wow! Prépare-toi, 2025, on te le dit même, on te l'annonce, avec tous les événements. Pense aux drones, les orbes, que je couvre régulièrement. D'ailleurs, j'aurai des développements là-dessus bientôt. Là. Il y en a eu d'autres. Et les tempêtes géomagnétiques et les éruptions volcaniques. Tu le sais, eux autres le savent. Prépare-toi, 2025 va être l'année où probablement on va souffrir et y passer. Y passer dans le sens, y vivre ces événements-là.